Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire Webitier OG Réseau, donc consacré au marketing. Un webinaire où nous allons aborder donc les 10 concepts clés à maîtriser en 2023. Alors pour commencer, quelques mots sur G-Réseau. G-Réseau, qui sommes-nous? Nous sommes un organisme de formation historiquement spécialisé en RH. Nous existons depuis 1978 et tout récemment, on a élargi notre périmètre d'expertise au domaine management, développement personnel, efficacité professionnelle. Et tout récemment, un nouveau domaine, marketing et performance commerciale. Et c'est donc à ce titre que nous proposons ce webinaire ce matin. Nos activités, donc formation, conseil, édition, donc des activités complémentaires qui tournent autour de l'expertise. On travaille avec un réseau de plus de 400 consultants, environ 200 auteurs, 80 titres publiés tous les ans, et puis une activité de conseil donc dans les domaines RH, management, coaching ou développement personnel. Le siège de G-Réseau est au Mans, historiquement, et notre espace formation est à Montparnasse, où on accueille un petit peu plus de 5000 participants tous les ans. Et on a aussi une forte activité de formation intra-entreprise. Quelques mots sur moi. Donc, je suis Hervé Rioche, je suis responsable marketing communication chez G-Réseau, donc dans un organisme de formation continue. Je suis également auteur de 2 ouvrages, un ouvrage assez ancien sur le marketing direct, et un beaucoup plus récent, co-rédigé avec Johan Sorin, qui est webmaster chez G-Réseau, sur le marketing digital. J'interviens en école de commerce sur du marketing stratégique, marketing digital. Et tout de suite, je vous laisse mon adresse mail si vous souhaitez qu'on communique suite à ce webinaire. Juste quelques mots. Je suis entré dans le marketing à toute fin des années 90, donc avec une forte connotation et une forte appétence pour le marketing direct. Donc vraiment une vision ROI des opérations marketing. Et puis au début des années 2000, j'ai basculé vers le marketing digital, donc avec le développement du web chez G-Réseau. Et puis plutôt là une connotation SEO. Et ça, c'est une petite parenthèse que je souhaitais faire auprès de vous. J'ai le sentiment que dans le monde du marketing, on est très orienté finalement, on est très conditionné par la période à laquelle on entre dans le métier. Et à la fin des années 90, on était très orienté marketing direct, donc avec du mailing papier, des catalogues. On faisait encore du fax mailing, ça fonctionnait très bien à l'époque. Donc des supports de marketing direct sur lesquels vraiment on avait un lien très fort entre le budget et puis le chiffre d'affaires, donc une forte vision ROI. Et puis un petit peu plus tard, le digital, avec les premières années du web, et donc là plutôt une orientation SEO, puisque à l'époque, au début des années 2000, le but c'était de faire plaisir à Google et d'être très très fort en SEO. Donc c'est vraiment ça qui a conditionné mon parcours. Et puis après, plus récemment, on est venu à des aspects communication institutionnelle, branding, et toujours en lien avec un marketing direct très fort. Et puis ma vision du marketing, elle est très simple. Pour moi, c'est une activité qui doit à la fois créer de la valeur économique, donc on est sur le chiffre d'affaires, la rentabilité, le ROI, et puis de l'autre côté, créer de la valeur perçue, donc une vision communication institutionnelle, notoriété, pour lesquelles la notion de ROI est un petit peu plus lointaine et on est plus sur des indicateurs de visibilité, de notoriété. Mais j'aime bien cette approche qui m'avait été inspirée par un enseignant à l'ESCP en disant le marketing, on crée de la valeur économique et de la valeur perçue. Et j'aime beaucoup cette approche puisque ça permet d'être très très clair dans son approche du marketing, en ayant des budgets sanctuarisés pour le marketing direct, avec un pilotage qui est très fin sur les KPI, sur le ROI, et puis le côté branding, notoriété, communication institutionnelle, où là, on crée de l'image perçue auprès de nos clients, et on a des indicateurs qui sont tout autres, et une moindre mesure du ROI sur ces investissements. Pourquoi ce webinaire? Vous allez dire, qu'est-ce que j'ai à vendre? Qu'est-ce qu'on a à vendre chez G-Réseau? Pas grand-chose, si ce n'est des formations en marketing que l'on vient d'ouvrir. Mais l'idée, c'est plus d'avoir une discussion ensemble, un échange sur des concepts autour de l'actualité marketing. On sait que c'est un domaine qui bouge beaucoup, avec beaucoup de mousse, et puis quelques concepts en arrière-plan qui sont beaucoup plus forts et puis qui ont des impacts beaucoup plus importants sur les stratégies des entreprises. Mais l'idée, voilà, c'est d'échanger ensemble sur 10 concepts qui, d'après moi, font l'actualité marketing et font ce qu'est le marketing aujourd'hui. Et puis d'avoir votre retour à travers des questions-réponses que vous pourrez poser en fin de webinaire. Et puis un côté aussi peut-être acculturation pour des publics qui ne sont pas forcément beaucoup sensibilisés au marketing, des publics de commerciaux, de RH par exemple. Les RH, c'est un public qu'on connaît très bien pour notre activité formation.
et qui aujourd'hui doivent voir passer dans les médias des concepts marketing, et c'est pas mal de faire un petit point dessus. Donc, 10 concepts clés à maîtriser en 2023. Alors, voilà cette liste. Donc, elle n'est pas exhaustive, hein. Vous allez voir qu'il y a beaucoup d'anglicismes. Alors, c'est pas de mon fait, hein, on parle anglais dans le monde du marketing. Sachez bien que je le regrette et si possible, j'essaye d'utiliser les équivalents français. Donc, pour chaque point qui sera abordé, je vous proposerai sa traduction en français. Mais voilà, d'après moi, ce sont des 10 concepts qui sont intéressants à suivre en ce moment dans le monde du marketing. Il y en a bien d'autres, hein, j'en suis bien conscient. Ça bouge très vite et il y a beaucoup de choses à dire sur le marketing en 2023. Mais voilà, le but, c'est de faire un focus sur ces 10 concepts marketing. Alors, en préalable, une slide un petit peu étonnante, juste pour vous préciser que le marketing durable, l'environnement, la high-tech et autres, pour moi, je ne vais pas les traiter comme des concepts marketing. C'est-à-dire que, selon moi, ça fait partie de tout l'environnement du marketing, de l'arrière-plan dans lequel se déploient les stratégies marketing. Et ne sont pas des concepts pour moi à expliciter. Quand on parle de marketing durable, par exemple, ça transcende toutes les actions marketing qu'on peut mener, c'est-à-dire que le marketing doit être durable par essence. Aujourd'hui, c'est un impératif. Les consommateurs sont des gens avertis qui sont sensibilisés à la cause écologique, environnementale, à la responsabilité sociale des entreprises. Et pour moi, ça doit infuser partout dans toutes les actions marketing. Donc pour moi, ce n'est pas un marketing à part. Bien qu'on propose une formation sur le marketing durable, évidemment, comme beaucoup d'autres organismes de formation, mais d'après moi, c'est un arrière-plan sociétal qu'il faut prendre en compte dans sa stratégie marketing et qu'il n'est pas important de traiter comme ça de façon ponctuelle, parce que le risque, c'est justement de ne pas l'intégrer correctement dans sa stratégie. Et le côté casque de réalité virtuelle, c'est plus pour illustrer un petit peu la schizophrénie du monde actuel et de nos clients, puisque le marketing consiste à vendre de la valeur économique et de la valeur perçue à nos clients. Mais on a des gens qui sont un petit peu schizophrènes et des situations un petit peu paradoxales, où justement on a des clients qui cherchent à être vraiment ancrés dans la réalité, avec des contraintes, des questions écologiques, environnementales, et qui pour autant vont céder aux sirènes de la technologie, avec notamment des casques de réalité virtuelle. Et pour moi, il faut vraiment prendre ça en compte dans sa stratégie marketing, mais sans pour autant faire un focus spécifique, puisqu'on sait que c'est un arrière-plan sociétal. Donc tout ça pour vous dire que je ne vais pas traiter spécifiquement du marketing durable, et cette notion de marketing augmenté dans lequel on utilise les outils de toute dernière technologie. Pour moi, c'est de l'arrière-plan sociétal et qui ne répond pas à des concepts bien précis dans le marketing. Donc, si vous voulez bien, le premier concept qu'on va voir ensemble, c'est le concept d'inbound, qu'on peut traduire en français par entrant. Donc, c'est un concept qui n'est pas récent, hein. Il a été créé en 2006 par les fondateurs du CRM HubSpot. Certains d'entre vous utilisent peut-être ce CRM. Et pour moi, il est important, toujours en 2023, bien qu'il soit un petit peu ancien, parce que c'est celui qui drive toutes les stratégies marketing aujourd'hui. On est face à des clients qui sont saturés d'informations, on parle d'infobésité, on est sollicité sans cesse par de l'emailing, des campagnes SMS, n'importe quel support du téléphone, de la publicité. Et on voit bien que finalement, les stratégies marketing qui fonctionnent aujourd'hui ne sont pas des stratégies agressives où on va aller chercher le client en lui mettant sous le nez des informations de façon un petit peu provocatrice et très promotionnelle. On a vraiment cette logique de renversement de la tendance qui est d'attirer le client vers ses supports, vers ses contenus. Donc ça, c'est le petit schéma classique que vous avez peut-être déjà vu. L'inbound, c'est vraiment faire en sorte que notre client nous trouve des informations à notre sujet. Et donc, on l'oppose aux stratégies de marketing direct un petit peu plus anciennes, d'outbound, où là, on était vraiment sur des campagnes sortantes, c'est-à-dire qu'on avait un annonceur qui émettait des campagnes, qui faisait de la promotion, qui allait toucher ses clients avec des campagnes très promotionnelles. Et finalement, on voit que ce modèle ne fonctionne pas aujourd'hui. Donc ça, c'est toujours en cours, hein. Je pense que la tendance est vraiment ancrée et même de plus en plus. C'est-à-dire que, selon moi, on va aller vers une sorte de marketing éthique dans lequel il faudra vraiment être très respectueux des données clients, au-delà évidemment de l'obligation légale, réglementaire qui nous est faite par le RGPD.
mais vraiment une relation éthique avec nos clients où on limite le taux de pression commerciale, où on met à sa disposition des contenus qui l'intéressent vraiment, et justement, on ne va pas le chasser comme on le faisait les années précédentes. Donc, à savoir que le inbound, pour moi, c'est aussi une évolution de ce qu'on avait appelé le permission marketing dans les années 2000. Donc, il y avait un livre éponyme de Seth Godin dans les années 90, je crois, qui à l'époque parlait de permission marketing. Donc, il avait très bien pressenti, en gros, cette évolution du marketing qui devrait répondre finalement à la permission du consommateur. Donc, une évolution avec un client qui est plus en position de force et qui, lui, autorise ou pas des annonceurs à faire la promotion de leur activité. Donc, pour résumer, un concept assez ancien, mais qui est toujours valable, une évolution de la permission marketing. Et puis, c'est aussi un concept dans le marketing qui est à l'origine du marketing de contenu. Tout ce qui est content marketing, c'est né de l'inbound. Et le principe, c'est de mettre à disposition le contenu le plus intéressant, le plus complet, le plus actuel à disposition de ses clients pour qu'ils puissent se nourrir de nos informations. Et derrière ça, il y a aussi la notion de création de valeur, c'est-à-dire que le marketing doit créer de la valeur. On n'est pas que dans la promotion, la proposition d'un produit, on doit proposer de la valeur à nos clients. Et pour moi, l'évolution de cet inbound, c'est ce qu'on va appeler le marketing de l'attention. On sait que nos clients sont de plus en plus saturés d'informations et donc aujourd'hui, l'enjeu réel, c'est finalement attirer leur attention. Donc ça va au-delà de l'inbound, c'est comment je réussis à solliciter mes clients à avoir leur attention, ne serait-ce que 3 ou 4 secondes. Et on voit bien dans le monde du marketing, il y a tout un tas d'outils qui sont en train d'évoluer, notamment au niveau des régies publicitaires en télé, où là on a des mesures de l'attention qui se mettent en place, puisque ce que va vendre une régie publicitaire à un annonceur, finalement, ce n'est pas du temps de cerveau, du moins si, c'est du temps de cerveau disponible, justement, comme l'avait dit l'ancien PDG de TF1, et pas uniquement de l'espace publicitaire avec du temps et puis un nombre de cibles. C'est un concept qui va au-delà, c'est voilà, quelle est l'attention que je peux avoir de la part de mes prospects. Donc des mesures qui vont aller beaucoup plus loin, puisque là, on va être quasiment sur de la psycho et de la mesure de ce qui se passe chez le consommateur, dans son cerveau. Est-ce qu'il est vraiment attentif à notre publicité? Qu'est-ce qu'il a retenu de la publicité? Et évidemment, ce genre d'analyse, d'études, ça mène vers des enquêtes qui sont beaucoup plus quali que des enquêtes quantitatives, puisque ce sera beaucoup plus efficace de sonder un focus group en sachant ce qu'il a retenu d'une publicité que d'aller mesurer sur le papier des KPI de visibilité ou finalement de temps de page vue sur le web. On sait déjà, quand on fait du marketing digital, que la notion de temps de navigation sur le web, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment pertinent, puisque ça vient souvent osciller entre une navigation très courte et puis une navigation qui est plus longue. Et donc là, on va calculer une moyenne qui n'est pas forcément pertinente. Donc les questions à vous poser en termes d'inbound, quel contenu mettre à disposition de vos clients pour attirer et fidéliser? Comment vous vous différenciez? Qu'est-ce que vous faites de plus, de mieux que vos clients? Quel est votre positionnement? En quoi votre proposition de valeur va être unique auprès de vos clients? Et en arrière-plan aussi, une question qui touche plus au positionnement de l'entreprise. Quel est votre territoire de marque? Quel sujet vous allez aborder? Pour quel type de public? Donc ça implique de créer quasiment une matrice avec les différents thèmes, les différents sujets que vous allez aborder et mettre en face les supports que vous allez utiliser pour les différents thèmes et puis aussi les personnes qui vont prendre la parole chez vous. J'ai isolé cette question qui prend la parole parce que pour moi, elle est vraiment pertinente et elle a vraiment du sens aujourd'hui dans les entreprises. On est de plus en plus sur des médias, sur des réseaux sociaux avec de la vidéo, comme aujourd'hui justement, et se pose très rapidement la question de qui va prendre la parole dans mon entreprise. Et on voit que quand on est avec des dirigeants un petit peu de l'ancienne génération, ils peuvent être un petit peu frileux à l'idée de se montrer et de prendre la parole. Il y a une maxime qui dit « pour vivre heureux, vivons cachés ». C'est le cas de beaucoup de dirigeants d'entreprise. Et donc se pose réellement cette question, qui je mets en avant dans ma communication pour nourrir mon contenu et travailler mon inbound. Et ça, c'est vraiment une question à se poser dans beaucoup d'entreprises. Parce qu'à un moment, on peut vraiment être dépourvu et démuni en termes de contenu, puisqu'au-delà des fiches produits, au-delà des sites web, il faut aussi qu'on ait une prise de parole des personnes de l'entreprise, beaucoup plus impliquées maintenant dans la communication, et donc qui le fait en interne. Donc ça, c'est vraiment une question en arrière-plan. Mais avant tout, pour régler cette question d'inbound, on est sur la notion de différenciation par rapport à ses concurrents. Donc, si vous avez des questions sur l'inbound, je vous invite à les poser suite au webinaire.
Deuxième point, ce qu'on va appeler le Customer Centricity, qui est un mot bien savant, une expression bien savante qu'on va traduire tout simplement par orientation client. Alors, orientation client, un concept aussi dont on parle depuis plusieurs années. L'idée, vous l'avez compris, c'est de placer son client au centre de ses préoccupations marketing et de sa stratégie marketing. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que c'est bien beau de dire qu'on met son client au centre, qu'on va s'intéresser à ce qu'il est, ses besoins. Mais finalement, c'est un renversement de toute la logique du marketing mix qu'on avait appris dans les années 80, 90, 2000 et encore dans les écoles de commerce. Je le vois encore dans des copies d'étudiants de bachelor ou de master, on va me parler des 4P ou des 5P ou des 6P. Et ça, c'est une vision qui est vraiment datée et pour le coup qu'il faut vraiment abandonner pour passer à cette vision 4C. Alors, on aime beaucoup les acronymes dans le marketing, mais l'idée, c'est que pour chaque point du marketing mix, on va avoir son équivalent d'un point de vue client. Donc, on ne va pas parler de produit. Voilà, on va se centrer sur le client. Quelles sont ses attentes? Quels sont ses besoins? Et ce qui change, c'est qu'on voit qu'une multitude de produits, finalement, peut répondre à des attentes clients pour un besoin particulier. Ce que ça fait, c'est que ça ouvre vraiment le champ de la concurrence au-delà de ce qui était perçu quand on avait une vision uniquement produit. À titre d'exemple, voilà, un Blablacar s'est positionné par rapport à un besoin client qui est d'aller à un point A à un point B le plus rapidement possible en partant de chez soi et pour aller sur une destination de vacances, par exemple. Alors qu'auparavant, la vision produit, c'était je fais des taxis, j'ai une compagnie de taxi ou de transport et je suis fixé sur ce produit-là sans le faire évoluer. Donc l'idée des 4C, c'est vraiment de renverser cette tendance en se centrant client. La notion de prix également, elle est complètement discutée, puisqu'on va plutôt mettre en face la notion de coût pour le client. Voilà, quel est le budget que le client est prêt à mettre pour obtenir un service, pour répondre à son besoin. Et on sort finalement de l'équation de prix qui était finalement une résultante d'un calcul de production, des coûts de production avec des marges, et on fixe un prix. Bon, c'est à peu près le même sur le marché chez nos concurrents. Et finalement, on voit que ça peut être complètement discuté puisque le coût peut être complètement dissonant par rapport à ça. Autre exemple, dans le même domaine que Blablacar, du Uber par exemple, on voit qu'on a certaines courses le soir qui peuvent être à 250, 300 euros parce qu'en effet, là, on est sur du yield marketing. Le prix va s'ajuster entre l'offre et la demande. Et finalement, on n'est pas sur des prix de marché. On est sur des prix de marché, mais c'est plus une notion de coût pour le client. Un client qui a vraiment besoin d'un chauffeur le soir va être prêt à mettre 200 ou 300 euros dans sa course. Les deux autres aspects, on va passer un petit peu plus rapidement. La promotion, qui est remplacée par la notion de communauté ou de communication. Au départ, on parlait de communication pour le C qui remplace le P de promotion. Et puis là, on parle un petit peu plus de communauté aujourd'hui. Et la notion de place, donc de distribution, finalement de modalité de distribution des produits, on la remplace par la commodité d'achat. Et là, on voit que d'un point de vue client, on a une multitude d'opportunités pour la distribution du produit. Ça peut être sur des plateformes, ça peut être sur du e-commerce, ça peut être en direct entre particuliers. Et donc, ce modèle des 4C remet vraiment en question le modèle 4C, 4P. Et il faut vraiment vous en inspirer dans votre marketing mix. Si vous n'y êtes pas passé, il est temps de le faire. Sachant que cette matrice aussi 4C a évolué depuis quelques années. On parle des 4 E, où finalement on se positionne sur des ressorts émotionnels du point de vue du client. Émotionnel, expérience, engagement, je crois. Voilà, et le quatrième, je l'ai oublié. Mais on va encore plus loin sur la vision client de cette matrice. Donc, en résumé, les 4C, ça nous oblige à changer de point de vue sur le marketing mix. Voilà, le fait d'être centré client, d'avoir cette customer centricity, ça incite à changer de point de vue sur le mix. Ça veut dire qu'il faut bien connaître votre environnement concurrentiel, puisque, comme je l'ai dit, on a un environnement concurrentiel qui est élargi. Et puis, ça implique de bien connaître les besoins réels de vos clients. Voilà. Sachant que cette vision, ça peut entraîner ce qu'on appelle un pivot dans votre activité. Alors, pivot, c'est un terme qui est emprunté à la sémantique des startups. L'idée, c'est qu'on peut développer un business model et finalement, on voit que quand on le met en ligne, quand on le lance sur le marché, quand il est en production, nos clients y répondent pas forcément favorablement sur un des points, ça peut être sur les produits, ça peut être sur les prix. Et finalement, on va être amené à pivoter, à décaler un petit peu son offre de valeur, soit au niveau du produit, du prix ou de la distribution. Donc, pour ceux qui se lancent aujourd'hui, les auto-entrepreneurs, les e-commerçants, quand on a cette vision 4C, vision customer-centric, on peut être amené à repositionner son activité de façon un petit peu différente.
Les questions à vous poser par rapport à ça, votre niveau de connaissance du marché, quel insight client vous avez, que vous disent vos clients par rapport à leurs besoins? Est-ce que vous êtes sûr de répondre vraiment effectivement et à 100% à leurs demandes? Ou est-ce que finalement vous pourriez proposer un service un petit peu différent ou un produit un petit peu différent? Et puis derrière, la qualité de votre outil CRM, puisque quand on parle de centrage client, de Customer Centricity, ça implique d'avoir de la data de qualité sur ses clients, de savoir qui ils sont, quelles fonctions ils exercent, ce qu'ils ont acheté, leurs besoins. Et donc ça, évidemment, ça mène rapidement vers une notion de data client de qualité. Donc, une des premières choses à observer aussi, c'est ce que vous savez sur vos clients. Est-ce que finalement, vous les connaissez bien ou alors vous n'avez qu'une vue assez partielle de leurs besoins? J'espère que c'est clair pour vous. Le troisième point, la notion d'expérientiel. Alors, expérientiel, qu'est-ce que c'est que l'expérientiel? Eh bien, on va dire que c'est une évolution, là aussi, du marketing, où on va se placer beaucoup plus sur ce que vit le client par rapport à notre offre de valeur, que ce soit un produit ou un service, plutôt que finalement au service ou au produit lui-même. Donc, c'est le prolongement du Customer Centricity en se disant, voilà, expérience client, qu'est-ce qu'elle vaut dans mon domaine? Alors, qu'est-ce que ça implique l'expérientiel? Eh ben, ça peut impliquer de développer son offre vers du service. On parle de servicialisation de l'offre dans ce cas-là. C'est-à-dire qu'on avait un métier historique de production et puis on en vient à développer des services annexes justement pour renforcer la qualité de l'expérience client. Je pense par exemple à des enseignes de grande distribution type Castorama, Leroy Merlin. On voit que depuis une quinzaine d'années, ces gens-là ont renforcé vraiment la servicialisation de l'offre avec de la livraison gratuite, des cours de bricolage, alors que leur métier de base, finalement, c'était d'avoir des rayons des rayons de bricolage dans lesquels on avait du matériel de bricolage. Mais pour répondre à cette expérience client, ce besoin de meilleure expérience client, on est venu finalement à renforcer le service associé à cette offre. Quand on pense expérience client, l'idée, c'est aussi de considérer tous les points de contact avec la marque. Depuis la première rencontre avec la marque, ça peut être à travers un emailing, un SMS, une publicité affichée, une publicité télé, n'importe quel média, des réseaux sociaux, se dire, voilà, chaque point de contact avec la marque, est-ce que finalement je suis bon dans ce que je fais? Est-ce que l'expérience client est correcte? Et au fil de l'eau, comme ça, tout au long de l'expérience client, on va mesurer la qualité des points de contact et c'est ça qui finalement va forger l'expérience de marque que l'on va avoir avec son client. Donc l'idée au final, c'est de créer un parcours client qui va être, alors on parle de sans couture, voilà, des expressions aussi à la mode dans le monde du marketing, sans frottement, sans irritant ou alors seamless, c'est-à-dire sans couture. Voilà, avoir un parcours client complètement fluide dans lequel on évite tout ce qui est irritant, où on parle de pain points aussi, des points de douleur, des points de friction en marketing. C'est ça, de travailler sur l'expérientiel. C'est satisfaire le client tout au long de la relation qu'il peut avoir avec la marque. Les questions à vous poser par rapport à l'expérience client, vos critères de différenciation par rapport à vos concurrents. En quoi votre expérience client est-elle unique? Demandez-vous, est-ce que vous faites exactement la même chose que vos concurrents? Est-ce que vous avez une longueur d'avance ou pas? Comment vos clients vous jugent-ils actuellement? Ça aussi, c'est une bonne réflexion à avoir. Est-ce que vous êtes capable de mesurer le niveau de qualité de votre expérience client? Et pas une question anodine, puisque on sait qu'on vend, qu'on a un bon chiffre d'affaires, une bonne rentabilité, mais la notion d'expérience client, est-ce que vous avez vraiment ce qu'on appelle des insights par rapport à ça? Ou est-ce que vous pouvez progresser? Alors évidemment, c'est plutôt un centre de coût que de mesurer l'expérience client au départ. Il faut organiser des focus group, il faut les interroger. Et comme nos clients sont très sollicités, quelquefois, ils ont des difficultés à répondre. Mais en tout cas, c'est vraiment nécessaire de le faire pour avoir un point de départ, pour pouvoir juger de la qualité de son expérience client et puis mesurer surtout son progrès par rapport à ça. Quatrième mot-clé, le nudge. Beaucoup connaissent parmi vous, parce qu'on en a beaucoup parlé. Qu'est-ce que c'est que le nudge? On va appeler ça le marketing de l'incitation. L'idée, toujours dans ce contexte de clients qui sont saturés d'informations, qui ne veulent plus être pressurés commercialement, l'idée, c'est de les faire agir en les incitant gentiment à faire quelque chose, en les culpabilisant gentiment là aussi, et de changer les comportements et de les faire agir et si possible acheter par rapport à ça.
Des exemples très connus, voilà, c'est cette campagne pour le WWF, par exemple. C'est ce qui sort en premier quand on recherche des exemples de campagnes nudge en marketing, où on va sensibiliser voilà, à la disparition des ressources et de la déforestation à travers des petites cartes comme ça. Donc on voit sur des supports nudge, voilà un autre exemple avec des prises de courant où là on sensibilise aux économies d'électricité. On est souvent sur le registre environnemental, écologique. Voilà une campagne qui doit être une campagne gouvernementale ou d'un opérateur énergie pour réduire la consommation. Donc on voit qu'on est vite sur un environnement qui est assez créatif et aussi rapidement Instagrammable. Je dirais que les campagnes nudge se prêtent très très bien aux réseaux sociaux. Alors est-ce que vous pouvez en mettre en œuvre? C'est pas forcément évident dans tous les métiers, tous les secteurs d'activité, mais ça vaut le coup de se poser la question. Et donc l'idée, c'est d'orienter, d'inciter plutôt que de contraindre. Voilà, je l'ai dit, c'est utilisé dans le domaine de l'environnement, de l'énergie, des transports publics. Et ça repose sur quoi le nudge? Ça repose sur des biais cognitifs qu'on peut avoir par rapport à dans le schéma de décision de nos clients. Exemple type, voilà, un prix barré. C'est un effet nudge, c'est un des plus connus évidemment, où on est censé donner un ancien prix et puis on va le barrer en donnant un prix plus restreint. Et là, le client va dire OK, donc j'ai la chance de bénéficier d'une promotion, donc cela va activer ma prise de décision. Les questions à vous poser par rapport à ça: est-ce qu'il y a des biais cognitifs chez vos clients? Est-ce qu'ils ont une relation saine et très claire par rapport à votre offre de valeur, à vos produits, à vos services? Ou alors est-ce qu'ils sont un peu biaisés justement par des effets? Alors des effets, il y en a des biais cognitifs, il y en a plein, des effets de halo, de cadrage, de choses comme ça. Et le nudge peut permettre de répondre à ça, de passer ce filtre et d'être plus efficace dans ces campagnes marketing. Donc, comment vous pouvez répondre? À vous de vous interroger. Ça peut être un travail créatif avec votre équipe marketing et même un petit peu au-delà, sensibiliser des collaborateurs de l'entreprise. Et puis, la notion de big ID aussi, c'est-à-dire que dans le nudge, il y a toujours un déclencheur en se disant « Ah ouais, la big ID, bah, tiens, si je matérialisais sur les prises électriques l'incidence de ma consommation ou alors d'où viennent mes ressources, une centrale nucléaire ou l'essence. » Voilà, il y a toujours une big ID à retenir qui va conditionner les campagnes qu'on va faire en matière de nudge. Donc, pas mal de créativité et un concept qui n'est pas applicable dans tous les domaines, mais qui est intéressant parce qu'il est relativement sympathique à travailler et il peut y avoir des choses intéressantes par rapport à ça. Autre point, 5e point, le branding. Donc, le branding, en bon français, stratégie de marque. Ça, c'est une tendance vraiment très, très forte du marketing actuellement. Alors, qu'est-ce qu'on met derrière le branding? C'est tout ce qui est représentation de la marque, lien avec la marque elle-même au-delà de son offre de produits et services. On le voit dans les stratégies marketing en ce moment, il y a vraiment un attachement très très fort à la marque, un engagement très fort des consommateurs à la marque, des budgets qui sont énormes dans ce domaine-là. Et finalement, on va dire que la marque, c'est ce qui reste quand on a tout oublié. C'est-à-dire que quand on a une offre produit ou une offre de service qui est assez peu différenciante, le travail va se faire sur la marque pour imposer un style, des valeurs, des missions. Alors, les écueils par rapport à ça, c'est d'avoir un discours de marque qui ne reflète pas vraiment les valeurs ou la vision de l'entreprise. Et puis, les bonnes pratiques, c'est à l'inverse d'avoir quelque chose de très cohérent par rapport à l'ADN de l'entreprise et de communiquer dans ce sens. Donc, la marque, c'est vraiment un axe prioritaire du marketing. Là aussi, le préalable, c'est de mesurer son capital de marque. Quel est aujourd'hui l'attachement des consommateurs à notre marque? Combien vaut ma marque? Ça, c'est une question très intéressante à se poser. Si finalement, je devais fermer boutique aujourd'hui, qu'est-ce que je perdrais en termes de capital de marque? Et quelquefois, on peut être très surpris à la fois favorablement ou défavorablement par rapport à un capital de marque. Certaines marques se pensent très, très influentes, très importantes et finalement disparaissent complètement sans laisser de traces, et puis d'autres ont un capital qui est beaucoup plus important que ce qu'elles perçoivent à travers leur chiffre d'affaires ou leur production. Et pour ça, il faut le mesurer. Donc, c'est des enquêtes quali sur la notoriété spontanée ou alors assistée, où on va comparer notre marque par rapport à des concurrents. Si vous souhaitez travailler votre marque, là aussi, il y a des fondamentaux. Il faut revenir
à ce qu'est l'entreprise, sa mission, ses visions, ses valeurs. Alors, facile à dire parce que ce n'est pas toujours exprimé dans les entreprises. Quelquefois, on a un déficit à ce niveau-là. C'est le cas notamment des entreprises qui ont grossi assez vite, hein, avec un beau succès au niveau produit-service, une offre qui a tout de suite rencontré son public, et on oublie un petit peu finalement de poser un peu ce qu'est la marque et ce qu'est l'entreprise. Donc, il faut à un moment prendre le temps de définir son territoire de marque, sa plateforme de marque, un petit peu comme ce qu'on a vu précédemment, et définir voilà, ce qu'est notre marque. Et puis évidemment, derrière, travailler sur des budgets pour avoir des actions spécifiques à la com institutionnelle. Donc les questions à vous poser aujourd'hui: quel est votre capital de marque? Quelle valeur souhaitez-vous véhiculer? Quel support, levier vous pouvez utiliser pour développer votre marque? Et puis, associer un budget. Alors, au niveau des directions d'entreprise, c'est parfois difficile, notamment en PME, d'avoir un budget spécifique pour de la communication institutionnelle, parce qu'on est sur du défensif, on n'aura pas de retour sur investissement très rapide, mais on construit un capital de marque, on construit de la valeur perçue. Je vous disais que le marketing, c'est création de valeur économique, création de valeur perçue. Là, on est sur la création de valeur perçue, et c'est bien d'avoir des budgets de communication institutionnelle et d'essayer de mesurer finalement l'évolution de sa notoriété. ABM, sixième point, ABM. Alors peut-être que c'est un acronyme qui vous parle un petit peu moins et qu'on va traduire par marketing des comptes stratégiques. La bonne blague, l'ABM, c'est pas tout à fait ça dans le monde du marketing. C'est plutôt une façon d'envisager la relation client différente des années précédentes. On voit sur le schéma de gauche que la génération de leads, là aussi le lead, un terme qui est vraiment très, très, très utilisé dans le monde du marketing. Le schéma classique, c'est que nos prospects nous trouvent, ils démontrent leur intérêt, on va les nurturer, on va les materner, les travailler et les faire mûrir en interne, et puis on va aboutir à de la conversion. Ça, c'est ce qu'on appelle le tunnel d'engagement, qui est vu partout dans toutes les écoles de commerce, dans tous les manuels de marketing. On a cette vision en effet très pyramidale où on va chasser, on va présenter notre offre à un stock très important de prospects. On va centrer sur des prospects plus intéressants, générer du lead et ensuite essayer de les convertir. Ça, c'est la vision classique du marketing. Quand on passe sur de l'account-based marketing, donc marketing des comptes stratégiques, on va se concentrer sur des clients à gros potentiel pour notre activité. Et la démarche va être complètement inversée, c'est-à-dire qu'on va sélectionner nos comptes, c'est la première étape de la pyramide, tout en haut. Sélectionner nos comptes stratégiques, qui sont nos meilleurs clients, quel est le chiffre d'affaires qu'on réalise avec eux. On va travailler sur le compte lui-même, à savoir qui sont mes contacts. Et on sait qu'en marketing, on n'a pas que le client final, hein, du moins le consommateur. On a l'acheteur, on a le commanditaire, on a le prescripteur. On peut avoir un premier utilisateur, un deuxième utilisateur. Et là, c'est un travail qu'on n'est pas forcément habitué à faire en marketing, d'aller voir sur un compte clé, un compte stratégique, quel rôle ont nos contacts. Et ça peut impliquer d'avoir un petit peu cette logique de travail de persona aussi, c'est-à-dire qui est derrière le commanditaire dans ce compte stratégique, qui est l'acheteur, qui est le consommateur. Donc, on sélectionne nos comptes stratégiques, on va travailler les contacts dans l'entreprise, on va nurturer, comme on le faisait auparavant, ces contacts, c'est-à-dire qu'on va leur adresser du contenu, des propositions, on va leur parler, leur donner de la valeur à travers du contenu qui les intéresse, et puis ensuite, on va essayer de convertir. Alors, ce n'est pas complètement incompatible avec l'inbound, puisque là aussi, on va proposer du contenu à forte valeur ajoutée à ces contacts. La différence, c'est que ces contacts sont vraiment sélectionnés et sont dans des comptes stratégiques de l'entreprise. L'idée derrière l'ABM, l'account-based marketing, c'est de dire 20% de nos clients réalisent 80% du chiffre d'affaires, donc je vais vraiment aller travailler ces 20% de clients pour aller chercher un chiffre d'affaires additionnel. Et puis finalement, je vais peut-être un petit peu plus négliger les clients qui ne sont pas fidélisés ou qui ont des paniers d'achat qui sont un petit peu moindres. Donc, en résumé, c'est ni de l'outbound, on n'est pas sur du marketing direct, ni de l'entrant, c'est une démarche qui est un petit peu transverse. Un marketing inversé parce qu'on part de la cible visée et on va définir une stratégie d'approche sur ces comptes. Et puis, c'est valable pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est très concentré, c'est-à-dire on est dépendant de très gros clients. On n'a pas un chiffre d'affaires atomisé sur un gros panel de clients, mais plutôt des grands comptes.
Et puis, ça implique surtout de changer d'organisation commerciale, hein. Quand on a des commerciaux qui sont biberonnés au nombre d'appels, aux leads et aux contacts aboutis par téléphone, bah, ça implique de les positionner sur quelques comptes stratégiques, de les faire vraiment travailler en profondeur ces comptes clés, et puis de réussir à proposer à ces clients stratégiques une offre de valeur qui sera différenciante. Les questions à vous poser si vous souhaitez entamer cette démarche d'account-based marketing: qui sont vos comptes clés? Alors, ça semble facile comme ça, mais pas tant que ça. C'est-à-dire qu'à un moment de son CRM, il faut être capable d'identifier qui sont les clients stratégiques. Ça peut passer par FM, récence, fréquent, ou par un système de scoring. Voilà, je vais noter mes clients en fonction de leur chiffre d'affaires réalisé au cours des 3 dernières années, du potentiel aussi. Il y a une vision dynamique, hein, quand on va faire un scoring client, c'est-à-dire qu'ils m'ont acheté pour j'ai fait tant de business avec eux, quelle est la marge de progression avec eux, est-ce que je peux encore leur revendre quelque chose, faire du cross-selling ou du upselling? Et c'est pas toujours le cas, on peut avoir des clients qui sont un petit peu en saturation par rapport à nous, donc ce ne sera pas forcément des comptes clés à travailler. Ensuite, le niveau de connaissance de nos clients en termes de chiffre d'affaires, de potentiel de progression, leurs besoins spécifiques, et puis finalement, quels moyens je vais mettre en œuvre pour entamer cette démarche d'ABM, puisque ça demande des moyens spécifiques, hein, organisation de commerciaux surtout, puisque ça implique de positionner des forces commerciales sur quelques comptes stratégiques, et ça, c'est un choix que beaucoup de directions commerciales ne sont pas prêtes à faire. Elles sont vraiment sur cet ancien registre et cet ancien schéma de commerciaux qui vont aller chasser, générer du lead et convertir. Et là, on est sur une démarche qui est complètement différente. Mais en tout cas, l'ABM, gros sujet en marketing en ce moment pour les comptes stratégiques, et formation G-Réseau aussi sur ce thème. Je ne l'ai pas dit, mais le principe de ces concepts clés, c'est que pour chacun de ces concepts, on est capable de vous proposer une formation qui va aller beaucoup plus loin, évidemment, dans l'explication et l'explicitation des concepts. Le scaling, c'est peut-être un terme que vous avez entendu récemment. Donc, scaling, on va parler de mise à l'échelle en bon français. Et qu'est-ce que ça veut dire, le scaling? Le scaling, c'est le fait d'être capable de dupliquer un modèle sans dégrader son fonctionnement. En gros, je suis une TPE, une start-up, un auto-entrepreneur, j'ai une prestation de service qui fonctionne très bien auprès de quelques clients. Comment je fais pour dupliquer ce modèle et finalement grossir sans dégrader mon fonctionnement, mon business model? Donc ça, c'est une vraie interrogation, notamment de la part des startups. Hein, quand on est 6 dans un open space à proposer à faire du e-commerce et puis le soir à emballer nos colis dans la joie et la bonne humeur, si je veux développer mon business et passer à 300 clients par jour, ça va pas être tout à fait la même logique. Je vais avoir besoin de ressources additionnelles, que ce soit en ressources en production, en ressources humaines, mais également en marketing. Et la notion de scaling, justement, interroge cette capacité à grossir, à dupliquer, à avoir un déploiement qui est beaucoup plus important que ce qu'on fait en ce moment, mais sans dégrader ce qui a fait notre succès quand on était petit. Donc, ce n'est pas une question que tout le monde se pose, cette notion de scaling, hein, mais c'est le cas surtout dans les startups, les petites entreprises et puis les auto-entrepreneurs. À savoir que c'est aussi une vision qu'on peut avoir sur des entreprises un petit peu plus grandes. On parle de scale-up pour les entreprises qui font plus de 5 millions d'euros de chiffre d'affaires et qui ont une croissance de 10 à 20%. Je crois que c'est ça la définition. Et donc, la notion de scaling, ça a aussi infusé auprès d'autres entreprises que les startups. Donc, en résumé, le scaling, c'est quoi? C'est le fait d'augmenter sa performance sans dégrader. C'est ce qu'on va appeler un marketing de la croissance. On est capable de gérer la croissance en augmentant mes moyens marketing. Exemple, je fais tout mon succès sur LinkedIn quand je suis coach indépendant. Je veux recruter 5 associés. Est-ce que je vais toujours travailler sur LinkedIn? Est-ce que je ne vais pas passer justement à des LinkedIn Ads avec un schéma payant, publicité payante? Donc, ça concerne surtout les startups. Et puis, c'est un lien très fort avec l'automation marketing. C'est un concept qu'on va voir un petit peu plus tard. Mais le scaling, ça implique à un moment d'automatiser les procédures. C'est-à-dire qu'on ne peut pas toujours faire nous-mêmes. On est obligé d'automatiser, de passer par des outils un petit peu plus, un peu plus évolués. Ça peut être le cas aussi de l'acquisition d'un CRM. À un moment, quand on est une PME ou une TPE, on peut en avoir un petit peu marre de gérer sa base client sur du Excel et passer sur un CRM. Et donc, c'est un choix, c'est un investissement qui est fort. Et il faut savoir si on est prêt à le faire ou pas et si justement on va aller chercher de la croissance en faisant ça.
Donc le scaling, ça interroge aussi sur la capacité à identifier les leviers qui performent aujourd'hui et à maîtriser notre retour sur investissement. Ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que aujourd'hui, on a une performance en étant une petite entreprise. Il faut être capable d'analyser, voilà, pourquoi j'ai cette performance, avec quel support je l'ai. Est-ce que c'est uniquement des réseaux sociaux? Est-ce que c'est des campagnes d'emailing auprès de ma base client? Et justement, ma base client, est-ce que je peux la faire grossir ou pas? Est-ce que je peux avoir 10 fois plus de prospects ou de clients? Est-ce que je suis sur un marché de niche qui est vraiment contenu et que je sature quasiment aujourd'hui? Donc, c'est des vraies interrogations par rapport à son business. Et on sait qu'il y a pas mal d'entreprises qui peuvent se casser un petit peu les dents en essayant de dupliquer un modèle ou de faire grossir un modèle qui finalement était à son apogée, était à son maximum de fonctionnement. Donc, les questions à vous poser: est-ce que je suis sur une activité qui est scalable en termes de production de clients? Quels sont les leviers que je peux dupliquer ou automatiser? Et puis, une question aussi par rapport au branding: comment j'arrive à préserver mon image malgré la croissance? Ça, c'est une vraie interrogation. On peut avoir des petites startups qui fonctionnent très bien, qui ont une image très forte auprès de leur communauté. Là, c'est vraiment du small is beautiful. Et quand ces entreprises vont grandir, elles vont un petit peu se dévoyer et perdre un petit peu de la substance et diluer leur image. Et donc, finalement, il faut réussir à préserver cette image de marque quand on va grossir. Ça, c'est un vrai sujet pour les entreprises en croissance. Et donc, ça implique d'être très costaud sur l'ADN, finalement, d'avoir défini nos valeurs, notre mission, et puis d'être très cohérent par rapport à ça, de toujours travailler ces axes-là sans se diluer, sans aller chercher finalement une image qui serait pas la nôtre à l'origine. Pour finir, le point 8, 9, 10, on est un petit peu plus sur les aspects techno. Comme je vous l'ai dit, on est plus sur l'arrière-plan du marketing. Pour moi, la technologie, ça fait partie du marketing aujourd'hui, c'est indiscutable. Mais plus précisément, donc GA4, qu'est-ce que c'est que GA4? C'est Google Analytics 4. Vous en avez sans doute entendu parler. Vous êtes peut-être expert du sujet si vous êtes dans le marketing digital. Pourquoi j'ai identifié ce concept de Google Analytics? Tout simplement parce qu'il change vraiment la donne en termes de traffic management, en termes d'analyse du web aujourd'hui. C'est vraiment une petite révolution que cette nouvelle version de Google Analytics. Donc, auparavant, c'était GA3 ou Universal Analytics, où on avait des tableaux de bord qui étaient centrés sur des KPI de volume, de volumétrie. On allait voir le nombre de pages vues, du trafic, des sessions. On avait cette vision en tunnel, au final, dans Google Analytics 3. Combien d'internautes j'ai sur mon site, sur certaines pages, quelle est la durée de leur visite, comment je convertis. Il y avait déjà cette notion de conversion. Mais avec GA4, au final, eh bien, on est sur un changement complet d'interface, puisqu'on va aller maintenant mesurer des conversions des événements. Voilà, le terme clé chez GA4, c'est la notion d'événement. On va aller mesurer ce qui se passe sur notre site, mais en termes de dynamique, c'est-à-dire non pas des pages vues, mais combien de fois j'ai eu un téléchargement de fiches produits, combien de fois j'ai eu un formulaire renseigné. Et on voit que c'est vraiment ce qui drive aujourd'hui la logique Google, c'est de se rapprocher des besoins des annonceurs en leur donnant des stats qui sont très proches du chiffre d'affaires. Donc vraiment la notion de conversion. On a aussi cette mécanique avec les Google Ads, les publicités sur Google, où on a des campagnes intelligentes aujourd'hui qui sont faites de façon automatique par Google et puis qui sont basées sur le taux de conversion des campagnes. Le principe aujourd'hui, c'est que dans Google Ads, on va aller mettre 100 €, on va définir 2-3 mots-clés et puis les campagnes vont être créées de façon automatique. Les enchères vont être posées de façon intelligente et on va juste voir le résultat qui est donné en termes de conversion, en termes de chiffre d'affaires. Donc Google essaye vraiment de faciliter le travail des annonceurs en orientant son fonctionnement à grands coups d'intelligence artificielle vers la notion de conversion. Et ça bouleverse vraiment la façon dont on mesure le marketing digital, puisqu'auparavant, on avait cette vue en tunnel où on allait mesurer chaque étape. Voilà, combien de visiteurs j'ai eu sur ma homepage, sur ma fiche produit. On voyait un parcours utilisateur et aujourd'hui, c'est un petit peu rebattu ce schéma-là, puisque Google Analytics nous propose une vue conversion et événement pour chaque utilisateur. Donc, ça nécessite de revoir ces tableaux de bord. Du jour au lendemain, on change complètement de tableau de bord Analytics. Alors, le changement devait s'opérer au 1er juillet de cette année, donc la fin complète de Universal Analytics de GA3 pour passer à GA4 avec des tableaux de bord qui sont complètement différents, une vision complètement chamboulée. Ça nous oblige à changer de vision, à repartir quasiment d'une page blanche
dans l'analyse qui est faite à travers Google Analytics. Donc, c'est un changement vraiment, vraiment important pour les webmasters. Donc, si vous êtes webmaster, vous le savez très bien. Et si vous supervisez des webmasters, tenez compte de cet énorme changement dans la façon d'aborder les statistiques web. Donc, les questions à vous poser, c'est comment vous utilisiez GA4, GA3 jusqu'à maintenant? Qu'est-ce qui vous intéressait dans les tableaux de bord que Google vous proposait pour essayer de retrouver l'équivalent quand même dans la nouvelle version de Google Analytics? Qu'est-ce que vous souhaitez mesurer? Qu'est-ce qui vous intéresse? Est-ce que vous êtes en phase de développement de la notoriété de votre site et là, vous avez besoin de trafic supplémentaire, donc vous allez rester sur des indicateurs de volumétrie? Ou alors, est-ce que vous souhaitez uniquement mesurer des conversions? Il n'y a que ça qui vous intéresse, c'est-à-dire quel que soit le trafic que vous souhaitez mesurer, ce que vous allez faire en termes de formulaires renseignés, en termes de leads sur votre site web. Quels nouveaux KPI vous souhaitez fixer? Quels nouveaux indicateurs vous souhaitez fixer dans votre tableau de bord? Et alors ça implique d'avoir un dialogue avec votre webmaster ou votre traffic manager pour dire, voilà, OK, on a une nouvelle page blanche proposée par Google. Qu'est-ce qu'on se fixe comme nouvel objectif? Et ça peut être bien différent de ce qu'on avait jusqu'à maintenant. Et puis la dernière question, et non des moindres, c'est en quoi mes tableaux de bord vont-ils faciliter ma prise de décision? Les chiffres, pour les chiffres, ça sert absolument à rien. Le but, c'est d'en tirer des conclusions par rapport à des décisions marketing, des décisions d'investissement sur des leviers marketing, sur du lancement de produits, sur du pivot. Voilà, on va changer de produit, on va changer de tarification. Et donc, une vraie question, c'est, les tableaux de bord, est-ce qu'ils vont vraiment m'aider à prendre de nouvelles décisions en marketing, à arbitrer en termes de budget, de dire je fais plus de campagnes Google Ads, ou je fais plus d'emailing, ou je vais travailler mon contenu, mon SEO sur le site avec du contenu additionnel. Donc, pensez toujours à ça. Le tableau de bord, c'est très joli. Google, en plus, nous aide beaucoup à construire des tableaux de bord très beaux, mais est-ce que ce qu'il nous propose par défaut convient bien à notre activité et surtout à notre prise de décision marketing? On va accélérer un petit peu. Les deux derniers points, automation, donc automatisation marketing. Je vous disais que le côté tech, c'était vraiment un arrière-plan marketing très puissant, et le côté automation marketing, là aussi, c'est vraiment une tendance très, très forte du marketing aujourd'hui, puisqu'on a vraiment des outils qui sont mis à disposition aujourd'hui pour automatiser des campagnes, pour toucher nos prospects, nos clients en plusieurs étapes de façon complètement automatique. Alors, c'est le cas avec des briques marketing sur des CRM. Chez GRéseau, on utilise Marketing Cloud, donc qui nous permettent de programmer des actions en automatique depuis un premier emailing. Si j'ai une ouverture et un clic, alors je renvoie un deuxième emailing. Si j'ai de nouveau une ouverture ou un clic, je transmets aux chargés de clientèle qui vont avoir une alerte dans leur CRM. Voilà, c'est ça la logique d'automatisation marketing, c'est de créer des scénarios par rapport à des parcours clients pour aller les solliciter à différents endroits et en différents moments et automatiser tout ça. Donc, le gain, évidemment, c'est un gain en termes de temps. On fait plus efficace, plus rapidement. En termes de ressources, puisque des actions que l'on faisait à la main auparavant, où on s'embêtait à segmenter des clients, à envoyer des campagnes emailing, finalement, ça va être fait de façon complètement automatique. Après, avec un gros travail, ceci dit, en amont sur les scénarios marketing qu'on va créer, mais une tendance très forte du marketing, d'autant que les outils mis à disposition évoluent et sont de plus en plus accessibles. Salesforce, c'est un outil qui est extrêmement cher. HubSpot, c'est un petit peu meilleur marché. Et puis, on a des outils qui commencent à se développer dans ce domaine-là. Mais en tout cas, tendance forte du marketing. Donc, l'automation, c'est incontournable pour fluidifier la relation client, c'est-à-dire que de façon automatique, on va aller toucher notre client à différents points de son parcours. Ça demande un CRM. En amont, cela demande un projet data quality. Il faut avoir une donnée client qui est vraiment très propre. Si vous avez 50% de doublons dans votre base de données prospect, c'est inutile de lancer un projet d'automatisation. Et puis un scoring aussi, c'est-à-dire que vous devez être capable d'identifier quels sont les prospects importants, quels sont vos bons clients, quels sont des clients un peu moins intéressants, avant d'automatiser des scénarios pour aller les démarcher. Dernier point, attention à l'effet boîte noire. Quand on automatise tout, ça veut dire qu'à un moment, on ne voit pas ce qui part, ce qui est envoyé à nos prospects, nos clients, et ça peut être un petit peu piégeux. C'est-à-dire qu'à un moment, on peut avoir des scénarios qui tournent en arrière-plan, qu'on ne voit pas, des dizaines, des centaines ou des milliers de clients qui reçoivent des mails en automatique et qui finalement échappent à notre regard. Donc toujours éviter cet effet boîte noire en allant décrypter ce qui se passe et en étant soi-même peut-être destinataire des campagnes d'automation marketing.
Les questions à vous poser. Quelles sont les différentes étapes de ma relation client? Qu'est-ce que vous pouvez automatiser dans votre relation client? Quelles sont les actions que vous souhaitez automatiser? Est-ce que c'est du transactionnel, de la confirmation de commande, par exemple, de l'administratif, de l'envoi de factures en automatique? Ça peut être tout à fait réalisable par des outils CRM. Ou est-ce qu'on est sur du promotionnel pur et dur, c'est-à-dire de l'envoi de mailing, de SMS, de livres blancs avec de la relance en cas de téléchargement? Et puis, dernière question, quels seront mes indicateurs de succès par rapport à l'automation? En quoi je vais dire que cela m'a aidé ou a amélioré la qualité de mon marketing du fait d'avoir intégré de l'automation? Et le dernier point, le Web 3.0. Donc, beaucoup de mouvements dans le monde du Web 3.0. Vous avez certainement entendu parler du dernier casque de réalité virtuelle d'Apple. Donc, on avait le casque aussi Oculus chez Meta. Mais à côté de ça, on a les Google Glass qui ont été définitivement abandonnés il y a quelques mois, quelques années. Donc, le Web 3.0, beaucoup de promesses. Et finalement, aujourd'hui, peut-être assez peu de choses matérielles, assez peu de choses concrètes. Donc, qu'est-ce que ça m'évoque en termes de concept marketing et pourquoi j'ai souhaité l'aborder? C'est parce que sur ce concept-là, je pense qu'il faut se rattacher à ce qu'on a appelé le cycle de la hype de Gartner. C'est le schéma que vous voyez à l'écran aujourd'hui, qui nous dit que les évolutions technologiques, c'est pas un long fleuve tranquille. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a en fonction du temps, des niveaux d'attente de la part des consommateurs qui évoluent. En phase de lancement, on va très vite vers des attentes qui peuvent être surdimensionnées. Ensuite, il y a souvent une phase un peu plus creuse où là, c'est la désillusion, puisqu'il y avait beaucoup d'attentes, beaucoup de mousse médiatique autour de ce que peut proposer la technologie. On parle de blockchain, de crypto, de casques de réalité virtuelle, de métavers. Et finalement, après, la réalité est beaucoup plus mesurée, donc elle crée des désillusions. Et ensuite, on a une phase de reconstruction, finalement, de la confiance qui est faite envers ces technologies et qui prend un petit peu plus de temps pour arriver à un plateau de productivité. Donc, pourquoi je vous ai mis ce schéma? Donc, ça s'appelle le cycle de la hype de Gartner. C'est assez proche du schéma qui est finalement l'adaptation des consommateurs aux innovations. Et pourquoi je vous l'ai mis? Parce que là, le but du jeu, c'est de se dire à quel endroit on est aujourd'hui. Est-ce qu'on est en phase de lancement et les attentes vont augmenter par rapport à ça? Est-ce qu'on est plutôt dans le creux des désillusions? Est-ce qu'on est sur une pente de consolidation? Et ma vision, c'est qu'aujourd'hui, on est un petit peu en phase de descente suite à des attentes surdimensionnées. On voit qu'il y a beaucoup de promesses qui sont faites sur le métavers, sur les casques de réalité virtuelle. Et finalement, ça commence à être un petit peu. On voit qu'il y a des problèmes de prix, par exemple, sur le casque d'Apple, 3 500 €. Voilà, donc on ne va pas le généraliser tout de suite. Ça restera un marché de niche pendant longtemps. Donc les attentes peuvent être un petit peu freinées par ça. Et ce schéma nous dit finalement à quel moment embarquer dans l'aventure. C'est pas toujours évident. Alors je pense par rapport à ça, mon point de vue, c'est qu'il faut avoir une veille qui est assez pointue, assez solide, pour ne pas louper le train finalement. À un moment, il faudra peut-être embarquer, et vous l'avez peut-être déjà fait dans le Web 3.0, mais il ne faut pas louper le coche. Il faut rester en veille et voir qui sont, par exemple, nos concurrents qui commencent à mettre en œuvre des solutions de réalité virtuelle ou de métavers. Alors, le but, ce n'est pas d'être suiveur, évidemment, mais de voir ce qui se fait dans des domaines qui peuvent être proches des nôtres. Donc, en résumé, Web 3.0, on fait appel au marketing augmenté. J'aime bien cette expression de marketing augmenté. Elle n'est pas de moi, elle est de Olivier Bertin qui nous a aidés pour la constitution de notre offre marketing. Et j'aime beaucoup. Pourquoi? Parce que quand on parle de marketing augmenté, finalement, ça dit que dans quelques années, les marketeurs qui ne seront pas en marketing augmenté seront des marketeurs diminués. C'est-à-dire que le marketing augmenté, comme des casques de réalité virtuelle, vont venir enrichir le quotidien de n'importe quel consommateur, et que finalement, ceux qui n'auront pas suivi la techno au printemps en marche seront sur un marketing diminué. Donc, le Web 3.0, c'est éminemment technologique, et on a des enjeux marketing qui, d'après moi, sont encore mal identifiés aujourd'hui. Alors, c'est un peu le privilège de l'âge, mais je repense à du Second Life, par exemple, pour ceux qui ont plus de 40 ans, vous avez certainement connu, il y a 10 ou 15 ans, l'aventure Second Life, donc le premier métavers,
où on pouvait acheter du terrain, des maisons, et finalement, ça a fait long feu, cette aventure Second Life, puisque ça n'a pas été standardisé, un peu trop technique, un peu trop compliqué. Et puis les Google Glass, plus récemment, donc là, avec quand même un opérateur de premier niveau, un très, très, très gros acteur, qui finalement n'a pas réussi à imposer ce modèle de Google Glass. Donc, on voit finalement que le marché n'était pas prêt à ça. Donc, les enjeux marketing, évidemment, si le marché n'est pas prêt, ils sont aussi, eux, mal identifiés. Les questions à vous poser par rapport à ça: quel est votre niveau de veille sur les enjeux marketing du Web 3.0? Est-ce que vous êtes vraiment en veille? Est-ce que c'est quelque chose qui vous rebute un petit peu en vous disant non, c'est trop technique, trop compliqué? Bah, il faut malgré tout s'y pencher et puis prendre le temps de voir ce qui se fait. Donc, c'est quoi? C'est de la veille média, c'est des visites de salon, c'est aussi des youtubeurs influents qui sont très bons pour démocratiser, vulgariser le sujet. Savoir quel est l'impact de la technologie sur mon activité. Il se peut que vous ne soyez absolument pas impacté par du Web 3.0, des développements technologiques qui auront lieu dans les années à venir. Mais il faut tout de même se poser la question. Et puis le dernier point, d'après moi, la question la plus pertinente, c'est aujourd'hui dans votre entreprise, quelle est la qualité du lien et du dialogue que vous avez avec votre équipe informatique? Puisqu'on voit qu'on est sur de la technologie assez complexe et que souvent les interlocuteurs chez vous, bah, ça va être votre équipe de développeurs, votre équipe informatique. Et donc là, il faut créer des passerelles, il faut créer des ponts entre le marketing et les SI aujourd'hui pour échanger sur ces sujets de Web 3.0. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, tout bêtement, ça peut être d'aller voir un salon professionnel autour de la réalité virtuelle, autour des métavers, avec votre équipe informatique, d'échanger dessus, et puis que vos informaticiens, votre équipe SI puissent vous décrypter un petit peu les enjeux techniques qu'il peut y avoir. Et là, évidemment, il faut reconnaître que souvent, c'est les SI qui vont prendre le lead par rapport à ça, puisqu'on est sur un univers qui est très, très technique, ou à moins d'avoir des gens qui sont assez pointus techniquement dans vos équipes marketing. Donc voilà un petit tour d'horizon sur ces 10 concepts. J'espère que ça a été très clair. Pour conclure, les enjeux marketing en 2024, selon moi, c'est la prise en compte de ce marketing augmenté. C'est-à-dire qu'on voit qu'avec de l'automation, avec de l'expérience client, on est sur un marketing qui finalement gagne en densité, gagne en périmètre, et il faut en tenir compte dans tout ce qu'on fait. Voilà, les outils dont on dispose aujourd'hui sont beaucoup plus conséquents que ce qu'on avait il y a 10-20 ans. Il y a du Google Analytics, de la publicité en ligne, des réseaux sociaux. Donc, ça fait beaucoup de choses et il faut prendre ça en compte dans sa stratégie. Ce qui est revenu plusieurs fois dans ma présentation, c'est la notion de qualité de la donnée. On voit que ce soit expérience client, que ce soit account-based marketing ou automation marketing, on est très, très lié à la qualité de la donnée que l'on a en interne, à sa data client. Donc là, il faut être très, très vigilant sur ce que vous avez. Est-ce que vos fichiers évoluent bien? Est-ce que vos clients sont vraiment connus? Est-ce que vous remontez beaucoup d'informations par rapport à eux? Et c'est le premier travail à faire, à la fois en amont, hein, data de la qualité de la data client, et puis en aval aussi, au niveau de vos tableaux de marketing, est-ce que vous avez de la donnée qui est bien organisée et qui est de qualité? La conséquence, c'est aussi que les outils web sont vraiment modifiés par l'intelligence artificielle. Je vous l'ai dit, aujourd'hui, tout ce qui est Google, c'est complètement bouleversé par l'intelligence artificielle. Google Ads, il suffit d'injecter un budget et de demander à Google de rédiger les annonces pour qu'elles soient rédigées, publiées et diffusées. En termes d'éditorial, donc plus sur une partie SEO, on a aussi ChatGPT qui est venu complètement bouleverser la donne. Des entreprises qui misaient beaucoup sur du contenu texte, par exemple, sont plus que challengées aujourd'hui par leurs concurrents qui peuvent fournir du contenu en ligne de façon très, très facile. Et ce qu'on voit, c'est qu'on va plus vers des supports qui sont des supports vidéo, beaucoup plus de témoignages clients, quelque chose de beaucoup plus humain au final. Donc, c'est peut-être ce qui est rassurant derrière ça, c'est que les contenus qui fonctionnent sont des contenus qui garantissent un petit peu la réalité de la relation avec ses clients, puisque l'intelligence artificielle est capable de nous produire des fiches produits au kilomètre, des argumentaires à la chaîne. Et finalement, ce qui reste, c'est, et du moins de qualité, ce qui est reconnu de qualité, ce qui fait notre différence, notre différenciation, c'est finalement des contenus beaucoup plus qualitatifs en vidéo, en webinaire, comme là ce matin, par exemple, aujourd'hui. Et puis le dernier point, c'est un marketing donc, qui se dirige vraiment vers un marketing de marque, expérientiel, émotionnel. Et là aussi, je dirais qu'on est sur une relation qui est vraiment de personne à personne. La marque, c'est quasiment une identité, une personne.
Et puis nos clients en face de nous, ce sont des gens qui ont un cerveau, qui pensent, qui ont des émotions. Et le marketing s'appuie vraiment là-dessus. On l'a vu sur l'expérience client. Euh, et finalement, on revient à la première slide que je vous avais diffusée, là, le monsieur sous sa serre de tomates avec son casque de réalité virtuelle. C'est un marketing qui est à la fois très technologique, avec énormément de data, beaucoup d'informations qui remontent, qui est parfois difficile à traiter. Et puis finalement, une conscience très terrienne, très écologique et très émotionnelle, où il faut aller chercher nos clients, nos prospects et leur parler de façon très humaine au final. Donc c'est un petit peu ça la conclusion à tout ça, c'est que on oscille entre du hyper techno et puis du très humain, et qu'il faut réussir voilà, à faire la part des choses entre tout ça, arbitrer et placer les budgets aux bons endroits pour aller toucher ses clients. J'en ai terminé pour ma part. On est en fin de... Il nous reste quelques minutes pour traiter des questions. Donc, je vais regarder dans le fil de discussion. Kelly, donc, qui est chargée de communication et marketing, a dû me transmettre quelques questions. Je vais aller voir quelles questions vous m'avez posées. En tout cas, j'espère que cette présentation vous a convenu. Et puis, je vous donne rendez-vous pour les formations G-Réseau. Donc, on a monté pas mal de formations sur le domaine du marketing, notamment une formation sur les essentiels du marketing, donc qui, pour les béotiens, va vous aider à maîtriser ces différents concepts et puis finalement à construire votre stratégie marketing. Voilà, je regarde vos questions. Alors, je vais en prendre quelques-unes parce qu'on a terminé, donc j'imagine que vous avez prévu d'autres choses après ce webinaire. J'ai une petite, je prends par la fin, désolé, j'ai une petite radio locale, je cherche à développer ma notoriété. Quelles seraient vos 3 principales recos, sachant qu'on bascule déjà sur l'auditeur client au centre via le digital avec mesure de réécoute? Développer sa notoriété pour une petite radio locale, je dirais que ça peut passer justement par des supports qui ne sont pas des supports radio, c'est-à-dire aller chez vous de la notoriété et du public à travers peut-être des réseaux sociaux pour faire basculer vers votre radio locale. Aussi, il peut y avoir des effets passerelles d'un support à l'autre qui peuvent être intéressants. Et je vois en effet, ouais, en termes de radio et de télé, c'est vrai qu'on a des indicateurs qui sont très fins aujourd'hui sur la notion d'écoute, de réécoute, de nombre d'auditeurs. Une autre question dessus, comment ne pas utiliser Google et être efficace? Très bonne question. Alors, il y a un autre outil d'analytics qui s'appelle Matomo, qui a le mérite d'être français, qui en plus respecte très bien le RGPD. Donc, je vous incite à installer. Vous pouvez à la fois installer Google GA4 et Matomo. Mais dans tous les cas, on ne peut pas se priver d'outils de mesure du trafic web. Parce que ça donne énormément d'informations sur ce qui se passe sur notre site. Ça évite là aussi d'avoir cet effet boîte noire et donc de savoir vraiment ce qui se passe. On va finir par 2 petites questions. Comment combiner les 2 leads, lead gen et ABM? 2 budgets différents, 2 stratégies différentes. Très bonne question. On a les 2 pyramides de génération lead et puis ABM là, qui sont un petit peu contradictoires. Est-ce qu'il faut 2 budgets différents, 2 stratégies différentes? Je pense que oui. C'est-à-dire que même en termes d'organisation, on le voit au niveau commercial, ça peut créer quelques dissensions entre des commerciaux qui vont chasser du lead à longueur de temps et puis des gens qui seraient positionnés entre guillemets sur une tâche à plus grande valeur ajoutée. En tout cas, ça pourrait être perçu comme ça. Donc, scinder les équipes, peut-être avoir des personnes qui vont faire de la prospection pure et dure, et puis d'autres qui vont être plutôt des éleveurs et qui vont travailler l'ABM. Mais je pense que c'est bien en termes de marketing de distinguer les budgets. Et même plus spécifiquement, à chaque fois qu'on développe un projet marketing spécifique, d'avoir un budget sanctuarisé et puis de savoir ce qui se passe autour de ce budget-là. Même si évidemment on est en multicanal, c'est-à-dire qu'on peut démarcher nos clients via du support offline, de l'affichage, de la télé, de la radio, du web, et que nos clients sont finalement confrontés à 3 ou 4 canaux différents. Mais c'est bien d'avoir des budgets marketing qui sont sanctuarisés sur des nouveaux projets marketing. La raison d'être n'est-elle pas plus importante maintenant que la vision, les missions, la valeur? En effet, la raison d'être, c'est une autre façon d'interroger l'identité de l'entreprise. Finalement, qu'est-ce qu'elle fait dans ce bas monde? Pourquoi elle est là? Pourquoi elle est sur le marché? Ça recoupe un petit peu les visions de mission, vision, valeur.
Mais au final, oui, s'il fallait retenir une seule expression, ce serait plutôt cette notion de raison d'être, voilà, parce que ça fait écho aussi à la proposition de valeur de l'entreprise. Pourquoi je suis présent aujourd'hui sur le marché, pourquoi je fais une proposition de valeur à mes clients, c'est la notion de raison d'être, peut-être plus que la notion de vision, mission ou valeur. Mais en tout cas, c'est très important de se pencher sur l'ADN de notre entreprise, qui on est, pourquoi on le fait, qu'est-ce qui nous drive sur le long terme, puisque ce sera un repère, ce sera un phare sur le long terme pour mener nos actions marketing. Voilà, merci à vous. J'espère ne pas avoir été trop long et j'espère que ce webinaire vous a plu. Je vous invite à nous retrouver sur LinkedIn. Vous avez un QR code. Je vous ai laissé mon adresse mail en début de présentation. Et puis, je vous donne rendez-vous dans les formations G-Réseau, des formations marketing qu'on a essayé de construire de façon très intelligente, en se demandant vraiment quelles étaient les attentes des marketeurs aujourd'hui et même des gens qui sont béotiens en marketing. Et puis, merci à vous, merci pour votre attention et à très bientôt. Au revoir.